Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Info Watox. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 13 décembre et on va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder. On va commencer par aujourd'hui une nouvelle est enfin tombée, on a enfin un nom. Je veux parler évidemment de la future administration de Donald Trump. Ce qui est quand même important parce que c'est quand même l'administration qui va gérer le pays pendant 4 ans et on a enfin, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, le nom de celui qui va occuper le siège de secrétaire d'État. Alors le poste de secrétaire d'État, c'est un peu l'équivalent de ce que l'on pourrait appeler en France le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que c'est véritablement la personnalité qui va défendre les intérêts et qui va négocier les intérêts des États-Unis avec les pays étrangers et sur les affaires évidemment internationales. Et donc on a enfin son nom, c'est Rex Tillerson. Alors Rex Tillerson, 64 ans, qui n'est pas un politique, mais qui est un monsieur qui vient du monde du business, puisque c'est le patron du fameux géant pétrolier ExxonMobil. Et oui, c'est quand même du lobby. Alors, ce qui confirme bien, c'est que Donald Trump, dans son administration, a finalement pris très peu de personnalités politiques, proprement dit, c'est-à-dire des professionnels de la politique. Il a essentiellement pris des gens qui viennent soit des anciens militaires, soit des millionnaires, soit des gens venus du business ou de la finance. On va voir un peu, on va voir quelques petites personnalités. Rex Tillerson, pourquoi Rex Tillerson? Tout simplement parce que c'est aussi quelqu'un qui a eu de très bonnes relations, on va dire, à l'échelle internationale, et surtout qui a de très bonnes relations avec un certain Vladimir Poutine. Donc là, on reste véritablement dans la politique de Donald Trump, c'est-à-dire une volonté de réaffirmer et de restaurer des relations avec la Russie pour les États-Unis. Évidemment, Rex Tillerson, donc, c'est pas un diplomate, proprement dit, professionnellement parlant, c'est un patron d'entreprise, mais qui dans l'ordre, on va dire, dans l'ordre protocolaire de l'administration, c'est le numéro 2, après le vice-président, le Mike Pence. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais là, il est clair que Donald Trump enfonce un clou sur la politique extérieure des États-Unis, qui jusqu'à présent, depuis quelques années, était une politique clairement affichée anti-russe et anti-Poutine. Donc là, il y a véritablement une inversion qui ne fait pas plaisir, évidemment, à tout l'establishment américain, qui voit là une menace de tout le travail mis en place depuis maintenant quelques années contre la Russie. On a d'autres personnages aussi. On va aussi avoir John Mattis, donc, qui est un ancien militaire. Alors il faut savoir que parmi les gens de l'administration, vous avez quand même des personnalités qui touchent à la fois le milieu des affaires, le milieu de business, le milieu financier, tout comme aussi vous avez des anciens militaires. Qui, alors attendez, voilà, les anciens militaires, donc vous avez James Mattis qui va être à la défense, vous avez John Kelly qui sera à la sécurité intérieure, ce qu'on appelle le Homeland, et Michael Flynn, dont on a déjà parlé, Michael Flynn qui sera donc à la sécurité nationale. Alors ce sont des militaires un petit peu controversés. On a parlé de Michael Flynn, qui avait été un général viré par Obama parce qu'il avait des positions qui allaient à l'encontre de la politique expansionniste américaine au Moyen-Orient. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la politique ne va pas continuer. Vous avez également une autre personnalité un peu controversée, puisqu'à la justice a été nommé Jeff Sessions. Alors, Jeff Sessions, c'est un partisan d'une extrême fermeté sur les affaires et les histoires concernant l'immigration illégale. Je insiste bien sur
immigration illégale. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis des mois, les médias ont essayé, et ont fait d'ailleurs, une véritable désinformation sur la politique de Donald Trump concernant l'immigration. Si bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que Donald Trump va aller à l'encontre et anti-immigrants, voilà, va aller contre les immigrants, ce qui n'est pas le cas. Donald Trump est contre et veut lutter contre l'immigration illégale. Sauf que le problème, c'est que dans l'inconscient collectif, à cause des médias, le mot illégal a disparu. Les gens n'ont retenu que immigration. Moi, j'ai entendu ici aux États-Unis des gens, ouais, Donald Trump, il est contre l'immigration, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont déjà aux États-Unis, etc. Vous voyez, ils ont déjà, ils voyaient déjà Donald Trump mettre en place des charters, mettre les émigrés dans des wagons, puis transférer dans des camps, et puis ensuite, non, voilà, faut arrêter 2 minutes. Donald Trump veut une régulation beaucoup plus ferme et beaucoup plus stricte sur l'immigration illégale. Le terme illégal est très important. Ceci dit, concernant Jeff Sessions, je vais y arriver à le dire, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a été un proche d'un certain David Duke. David Duke, et David Duke, c'est un ancien cadre d'un organisme dont vous connaissez certainement le nom, qui est le KKK, le Ku Klux Klan, comme on dit. Donc voilà, le fait qu'il y a eu cette affiliation, tout de suite, ça a été également pour les médias l'occasion de dire que voilà, il y a Donald Trump est supporté par le Ku Klux Klan, alors que c'est pas directement, c'est plutôt indirectement, on va dire, mais voilà. Comme tous les chemins mènent à Rome, l'expression bien connue, on en a tiré la conclusion que Donald Trump était supporté par le Ku Klux Klan. Donc vous avez donc 3 généraux et on a également, alors vous avez également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez aussi Steven Mnuchin. Alors Steven Mnuchin, c'est un peu le compromis. Steven Mnuchin, il va être donc au secrétariat au Trésor, donc c'est celui qui va avoir une certaine mainmise sur la Fed. Il y a encore quelques semaines, on parlait de Donald Trump voulait certainement remettre de l'autorité, remettre de la souveraineté au niveau de la Fed, voire peut-être la supprimer, la remplacer, mettre l'organisation même de la Fed sous l'autorité du Trésor. Ce qui a commencé à faire un petit peu grincer les dents au niveau des milieux financiers. Donc c'est pour cette raison que Trump s'est dit, bon, si je ne veux pas me retrouver avec des bâtons dans les roues par la finance, il faut que je fasse des compromis. Et un des compromis, c'est Steven Mnuchin. Steven Mnuchin est un ancien de Goldman Sachs. Donc un Goldman Sachs au secrétariat au Trésor, à mon avis, c'est un apaisement par rapport à l'engouement qu'avait Trump à vouloir essayer de réguler la finance et de taper un petit peu sur les doigts Wall Street et la Fed. Voilà, c'est pareil, on ne sait pas trop comment ça va tourner, mais bon, le fait que ça soit un ancien de Goldman Sachs, c'est déjà une garantie certainement que la Fed, rien ne changera, et que les milieux de la finance va pouvoir avoir son infiltré, on va dire, dans l'administration américaine, ce qui est une tradition en général, pour éviter que l'administration américaine vienne à mettre son nez ou à faire de la régulation, ou remettre de la régulation au niveau de la finance. Donc vous avez comme ça une multitude de personnalités. Donc en gros, ah oui, je pensais aussi à Ben Carson qui a été mis au logement. Alors Ben Carson, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un de ces candidats qui avait fait la primaire républicaine, c'est afro-américain, mais pareil, qui est un petit peu contesté parce que on doute énormément de ses compétences dans le domaine, alors que c'est quand même un ultra conservateur, donc c'est pas
Le fait qu'il soit afro-américain ne veut pas dire forcément qu'il va avoir une politique plus accentuée à l'encontre des minorités. Mais c'est clair que voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on attend au passage, qu'on attend au virage. Alors, autre personnalité aussi très controversée, c'est Tom Price. Tom Price, c'est quand même un radical qui est farouchement opposé à l'Obamacare. Donc il y a peut-être question, alors il était question de supprimer l'Obamacare, pas supprimer l'Obamacare, de peut-être que Donald Trump était parti plutôt sur une modification, un remodelage de la loi Obamacare. Juste pour petit rappel, l'Obamacare a été présenté pareil par les médias. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que l'Obamacare c'est une avancée extraordinaire, ça a permis à des Américains de avoir accès à une assurance santé, ce qui n'est pas totalement faux, puisqu'on estime il y a à peu près 5 millions d'Américains qui ont permis d'avoir accès désormais à une assurance santé. Sauf qu'il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que peut-être qu'il y a 5 millions d'Américains, sauf que sur les 40 millions qui n'avaient plus d'assurance santé, c'est pas franchement un gros succès. Et deuxièmement, ça a bouleversé le secteur économique de l'assurance santé, si bien que vous avez beaucoup de petites compagnies dans beaucoup d'États qui ont fait faillite. Donc du coup, elles ont fait faillite, vous avez des gens qui se sont retrouvés sans assurance santé, qui n'ont pas pu retrouver d'autres assurances santé parce qu'évidemment, ils n'avaient pas les prix de contrats équivalents. Vous avez des gens qui ont perdu leur assurance santé parce que les compagnies ont été obligées de réévaluer et de modifier les conditions générales des contrats. Donc vous avez certains contrats où vous aviez par exemple des couples qui payaient 600 ou 700 $ par mois pour deux, qui se sont retrouvés avec des contrats modifiés et qui là leur demandaient 900, 1000 ou 1200 $ par mois. Si bien que vous avez plein d'Américains qui disent non, désolé, moi je peux pas, là, encore 600, 700 $ je pouvais, mais là 1000 $ je peux pas me permettre, non. Qui ont perdu tout simplement leur assurance santé. Mais évidemment, ça, les médias n'en parlent pas. Aucun média n'en parle. Vous avez pas mal d'articles sur Internet, sur des sites alternatifs de réinformation, qui vous font vraiment une bonne analyse de la question, et qui fait que là où vous avez des Américains qui ont retrouvé en effet une assurance santé, il y en a d'autres qui ont perdu. On avance des chiffres qu'il y a à peu près peut-être 3 millions d'Américains qui ont perdu leur assurance santé. Donc voilà, c'est pour ça que l'Obamacare, le constat est très mitigé. On a tout intérêt à dire que l'Obamacare c'est un succès parce que c'est Obama. Voilà. Alors que je tiens à rappeler quand même, un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que l'origine même de l'Obamacare, de cette réforme de l'assurance santé, n'est pas une idée des démocrates, c'est une idée républicaine. C'est les républicains qui avaient commencé à amorcer le truc. Sauf que Obama est arrivé au pouvoir, donc c'est les démocrates qui ont récupéré le truc. Mais le problème, c'est qu'encore une fois de plus, les médias ont présenté ça comme étant le grand projet d'Obama. Alors qu'au fait, Obama n'a fait qu'une continuité, n'a fait qu'appliquer un plan qui avait déjà été élagué, on va dire, par les républicains. Donc, ce fameux Tom Price on ne sait pas trop comment ça va se goupiller. Par contre, c'est un adversaire au droit à l'IVG. Alors, ça veut dire quoi, un adversaire au droit à l'IVG? C'est tout simplement que c'est pas quelqu'un qui veut remettre en question l'IVG, mais qui veut remettre en question l'accès à l'IVG. C'est à peu près le même état d'esprit de certaines personnes qui en France qui veulent remettre en question l'accès à l'IVG, c'est-à-dire cette capacité à toutes les femmes de pouvoir accéder à l'IVG, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui dérange ces gens, qui sont des ultra-conservateurs, c'est de savoir qu'il peut y avoir des femmes qui peuvent avoir une liberté sexuelle absolue, mais qu'à chaque fois qu'elles vont tomber enceintes, elles vont se faire avorter. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est déresponsabiliser la femme par rapport à la procréation. Maintenant qu'elles ont droit à accès à l'IVG, voilà, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur. C'est ce qui les dérange et c'est ce que malheureusement ils voudraient peut-être remettre en question. Alors je rappelle, c'est donc un processus qui est remis en question, c'est pas l'IVG en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'annuler ou de supprimer le droit à l'IVG. C'est
remettre en question le processus d'accès à l'IVG. Il faut savoir aussi, alors vous avez aussi la nomination de Betsy DeVos, Betsy DeVos à l'éducation. Là c'est pareil, on ne sait pas trop comment ça va tourner parce que c'est quand même une milliardaire qui est un peu contre les monopoles d'État. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il faut encore plus libéraliser le marché de l'éducation et qui a une idée d'inventer une sorte de chèque éducation, ce qu'on appelle ici le vouchers, pour permettre de mettre justement en concurrence les écoles publiques et les écoles privées. Sauf que le problème, c'est qu'on a une fâcheuse tendance un peu à déjà constater des inégalités dans le système éducatif américain. Et là, c'est une idée qui pourrait encore plus aggraver, je dirais, ces inégalités. Donc voilà, on a une administration américaine qui pour vous donner d'autres noms, vous avez Tom Price, vous avez donc Ben Carson, Betsy DeVos, on en a parlé, Wilbur Ross qui sera au commerce, au transport sera Len Cao. L'ambassadeur aux Nations Unies, c'est Nikki Haley. Alors Nikki Haley, c'est une politique républicaine. Pareil, c'est une concession de Trump pour adoucir les mœurs, pour caresser dans le sens du poil le parti. Donc il a accepté d'intégrer dans son administration 2 ou 3 personnalités républicaines. Donc voilà, on a aujourd'hui une administration maintenant qui commence à se profiler. Sur qui d'autre je pourrais... Ah oui, Scott Pruitt va être nommé à l'écologie, l'environnement, sauf que Scott Pruitt est un climato-sceptique. Climato-sceptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne remet pas en question le réchauffement climatique, il remet en question les thèses sur lesquelles se reposent toutes les réglementations, tous les décrets qui ont été développés pour la protection et l'environnement. Un petit exemple, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les taxes carbone. Vous savez, ces fameuses taxes carbone qui sont appliquées chaque année à tous les pays. C'est-à-dire que les pays payent une taxe carbone, ce qui leur permet de pouvoir émettre du CO2 dans l'atmosphère suivant la proportionnalité et leurs besoins. Mais ces taxes carbone, elles peuvent varier suivant le pays industrialisé, si le pays est en voie de développement, si le pays est un pays du tiers-monde, etc. Sauf que vous avez un business qui a été construit autour de ça. C'est-à-dire que les pays qui n'ont pas forcément consommer ou qui ne vont pas consommer tout leur droit de polluer en CO2 peuvent remettre sur le marché leurs quotas non utilisés. Et il y a des pays comme ça qui vont acheter plus de droits que les droits qu'on leur a octroyés. Vous voyez, c'est un véritable business. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que Scott Pruitt est le genre d'individu qui lui, va vous expliquer que finalement, tous les aspects écologiques, environnementaux, c'est une véritable mafia. Une mafia qui s'est construite sur des thèses concernant le réchauffement climatique. Alors attention, je le répète, ils ne remettent pas en question, ils ne font pas du révisionnisme sur le fait qu'il peut y avoir un réchauffement climatique, mais un réchauffement climatique qui est plus assimilé à un phénomène naturel, c'est-à-dire un phénomène cyclique que notre planète connaît depuis qu'elle existe, mais évidemment, vu que nos activités humaines sont parfois calculées, paramétrées suivant des normes, suivant des critères qui sont calculés sur plusieurs dizaines de décennies, mais qui aujourd'hui, on se rend compte que par exemple la pluviométrie, dans certains endroits, elle est de plus en plus importante, vous avez des endroits où il fait de plus en plus froid, etc. Donc il y a des phénomènes qui perturbent complètement toutes les normes, et qui remettent évidemment en question beaucoup d'aspects économiques, surtout par exemple quand il y a des inondations, quand vous avez des endroits qui sont inondés 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça a des conséquences au niveau des assurances par exemple. Les assurances vont faire payer plus cher les gens qui habitent ou qui ont leur activité professionnelle dans ces secteurs-là. Donc voilà, c'est un exemple de tout ce que cela engendre, pardon. Et donc, Monsieur Pruitt fait partie de ces gens qui remettent un petit peu en question toutes les thèses
toutes les bases de travail environnemental et écologique sur lesquelles reposent les décrets, les réunions, les fameux forums, les fameux comme la COP 22, où vous avez des gens qui font la fiesta entre eux, qui signent des gros désaccords, mais au final, qu'est-ce qu'on voit comme application dans ces accords? On ne voit pas grand-chose, parce que les pays qui subissent la pollution, etc., sont toujours plus pollués, et vous avez c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les fouilles. Ce qui fait que malheureusement, on a une fâcheuse tendance à croire que M. Scott Pruitt fait justement partie de ces gens qui vont peut-être donner plus de bénéfices aux lobbies pour leur permettre de plus polluer et de plus prendre de risques au niveau de l'environnement pour la raison économique. On a eu l'exemple de ce qui s'est passé dans le Dakota, je vais revenir un petit peu plus loin. Mais malheureusement, voilà, c'est un des risques qui plane, on va dire, sur les États-Unis aujourd'hui, même si Donald Trump n'est pas quelqu'un d'idiot et qu'il sait pertinemment que s'il veut pouvoir assurer ses 4 ans, il a tout intérêt à caresser dans le sens du poil la population américaine, c'est-à-dire à ne pas laisser justement des dérapages comme on a pu voir à Flint par exemple. Je rappelle, à Flint, il y a eu une pollution des eaux aux métaux lourds qui a provoqué un gros souci sanitaire et on a pu établir que la responsabilité était due à la municipalité qui a laissé faire une entreprise privée et l'entreprise privée n'a pas respecté le cahier des charges en matière de dépollution, en matière de recyclage, de reconditionnement des eaux usées et au niveau surtout de l'usine de retraitement où certains travaux de maintenance n'ont pas été faits et eu pour conséquence de contamination au plomb. Donc voilà, on a des gens qui ont une certaine réputation, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va être le maître mot finalement de cette administration, on va dire. Donc c'est très délicat parce que bon, il y a encore des postes qui vont certainement être attribués. Donc c'est une affaire à suivre. Évidemment, on ne peut que faire de la spéculation actuellement, dans ce sens où on a des personnalités, on a des réputations, on a des gens, comme je parlais des demi-généraux Mattis et Flynn, qui sont clairement des gens qui se sont mis à dos les administrations précédentes et qui risquent certainement de faire un petit peu le ménage au niveau de la sécurité intérieure, comme les affaires extérieures, comme la sécurité, l'information, tout ce qui est Pentagone, etc. Donc il risque forcément d'y avoir peut-être du remue-ménage à certains niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'administration Trump, on attend des gens. On attendait des gens qui finalement ne sont pas dans l'administration, il y en a d'autres, qui sont plus des gens peut-être certainement de compromission. On a des propos de Trump, on a des promesses de Trump, sauf qu'on a du mal à voir si ces promesses vont être mises en application par les gens qu'il a décidé ou qui va le nommer dans son administration. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine ambiguïté, et cette ambiguïté finalement elle se cultive, parce que ce qui est le problème avec Trump, et ce qui pose un énorme problème d'ailleurs aux médias, c'est que Trump est très avare en information, et on ne sait pas trop ce qu'il va décider, on ne sait pas trop dans quelle orientation, qu'est-ce qui... on est dans un flou finalement, c'est un flou total, et comme vous le savez peut-être, les Américains détestent profondément l'inconnu. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Donc, les médias spéculent, font des analyses et disent il va se passer ça, il va se passer ci, il risque d'avoir ceci, il risque d'avoir cela. Tiens, telle personnalité va faire partie de l'administration, donc forcément il va y avoir ceci, etc. Mais en fait, ils n'en savent rien. C'est-à-dire qu'ils ont en effet des antécédents sur chaque personnalité qui va être dans l'administration de Trump, mais en réalité, ça se trouve, ces personnalités vont mettre de côté leurs propres convictions et vont appliquer la politique du président. Voilà. Mais comme aux États-Unis, les Américains ne supportent pas tout ce qui est hasardeux, ne supportent pas tout ce qui est
l'inconnu. Ce que nous autres Européens, et par exemple nous Français, nous avons cette capacité, de par notre polyvalence, de par notre culture, de temps en temps de savoir nous adapter et de savoir improviser face à des inconnus. Ici aux États-Unis, tout est paramétré, voilà, tout est calculé, il y a des protocoles partout, etc. Parce qu'on ne veut pas laisser justement une part d'improvisation, on ne veut pas laisser de part de liberté en se reposant sur l'expérience, en se reposant sur la compétence, etc. Donc voilà, les médias américains sont en train de faire de l'extrapolation à tout bord. Et évidemment, ces extrapolations se répercutent sur les médias français qui ne font que reprendre ce que les médias américains disent. Donc finalement, ce qu'on vous dit aujourd'hui sur la future administration Trump, vous pouvez le jeter à la poubelle, quoi, parce que finalement, ça n'a pas réellement de crédibilité. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on abordait sur les États-Unis. Autre sujet que j'ai aussi abordé sur le blog et qui est pas négligeable non plus, c'est, vous avez certainement vu ce fameux reportage des femmes dans les bars. Vous savez, ces fameux bars où apparemment des femmes ne peuvent pas aller, ou voire même des fois certains quartiers ou certaines rues où les femmes ne peuvent pas se balader. Je pense sincèrement que si vous sortez un peu, si vous faites partie de ces Français qui ne se contentent pas d'aller toujours aux mêmes endroits, dans les endroits très fréquentés, dans les centres-villes, etc., et que vous avez eu l'occasion d'aller dans certains quartiers réputés avoir de fortes communautés, de fortes minorités, etc., vous avez forcément vu, vous avez forcément croisé ces fameux bars. Moi, j'en connais certains, bars comme ça, où ce sont des bars qui ont été essentiellement repris par des Maghrébins et voilà, qui appliquent une certaine politique commerciale, on va dire, où ce ne sont que des hommes. Il n'y a que des hommes. Et même vous, en tant que Français, même moi, je ne serais jamais rentré dans ces bars-là, parce que déjà, je serais rentré dans ces bars-là, on m'aurait regardé de travers. Et c'est pas que des bars, vous avez aussi parfois des restaurants, ces fameux kebabs, hein, vous avez des restaurants kebabs, où des fois quand vous rentrez dans le kebab, on vous regarde un peu de travers parce que il semble que le kebab il soit uniquement réservé à une clientèle maghrébine. Donc ça a toujours existé, seulement aujourd'hui, voilà, on découvre ça. Et vous avez même, ça a engendré une certaine, comment dire, une certaine mauvaise foi de la part de ces gens un petit peu défendant les dogmes jusqu'à, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a été dire qu'en Corse, mais en Corse c'est pareil, il y a des bars où c'est que des hommes, les femmes ne peuvent pas rentrer, que c'est des misogynes, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que là, on est dans une période où on va entendre tout et n'importe quoi pour lui justifier, légitimer, imposer, continuer à marteler le dogme de la bien-pensée, de la pensée unique, je veux dire. Donc, voilà, ça devient véritablement ridicule. Le seul problème, c'est qu'en effet, ce genre de situation, même si on sait que c'est généralement dans des endroits, on va dire communautaristes, hein, très clairement, mais on ne met pas le mot, voilà. C'est-à-dire qu'on va dire, vous voyez, il y a des bars où il y a des femmes qui ne peuvent pas rentrer parce que c'est essentiellement des bars d'hommes, essentiellement musulmans, et que les musulmans, voilà, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, etc. Mais on ne met pas le mot qui résume cette situation, c'est-à-dire communautarisme. Voilà, on fait très attention de ne pas utiliser le mot, à la limite censuré. Mais voilà, c'est du communautarisme. C'est la preuve aujourd'hui en France qu'on a laissé faire, on a laissé aller des situations communautaristes où il y a de la discrimination forcément vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des non-musulmans, etc. Donc, voilà, mais ça fait des années que ça existe. Hein, mais voilà, aujourd'hui, on découvre ça, alors que c'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi comme information importante? Je ne veux pas vous parler de Macron, hein, parce que
De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de Macron, si ce n'est que c'est le fils prodigue de la finance, qu'on veut essayer de vous vendre comme le sauveur de la France, et dont vous n'avez certainement pas fini d'en entendre parler, parce qu'on veut essayer de vous vendre le produit. Sauf que ce produit-là, il est avarié parce que c'est un produit qui vient tout droit de la finance, donc c'est l'ultralibéralisme, c'est le démantèlement de la France, mais au même titre que Fillon, qui est exactement dans la même ligne, hein, sauf que Fillon essaie de rameuter un petit peu de l'électorat en essayant de se faire passer pour un souverainiste, traditionnaliste, etc. Alors qu'en fait, une fois qu'il sera élu, tous ceux qui ont voté pour lui et qui croyaient qu'il était comme ça, eh bien, ils vont l'avoir bien profond. Excusez-moi l'expression, mais je pense qu'elle résume bien la situation. Sauf que là, les médias, eux, sont focalisés sur Macron parce que voilà, c'est le gars qui vient de la finance, voilà, c'est le financier qui n'est pas à l'origine un politique, vu que les médias aujourd'hui sont maintenus et détenus par des gens qui viennent et qui sont de la finance, donc tout ce qui est BFM, Express, Figaro, iTélé, Canal+, ils vont vous le vendre jusqu'à ce que vous acceptiez que ce sera le sauveur de la France. Alors qu'en réalité, quand vous regardez les premiers éléments de son programme, très sincèrement, si vous savez lire entre les lignes, hein, j'ai fait un petit exemple dans le blog, vous verrez, hein, si vous savez lire entre les lignes, c'est le liquidateur de la France. C'est-à-dire que ce type aura 5 ans pour tout simplement liquider la France. Liquider sa souveraineté, liquider son identité. Hein, Macron, c'est le portail ouvert de Bruxelles sur l'État-nation de la République. Voilà. Si vous votez pour ce type-là, j'ai un conseil à vous donner, c'est soit vous déménagez dans un autre pays parce que de toute façon vous allez en prendre plein la gueule, ou alors accepter le fait que vous ne soyez plus français et accepter le fait qu'il va falloir que vous payiez pour les autres. Hein, parce que ça, vous allez payer pour les autres, hein, ça c'est clair. Donc voilà, c'est Macron, je pense que c'est pas un sujet intéressant si vous êtes un tant soit peu éclairé, un tant soit peu informé. Après, bien évidemment, c'est un peu sujet à débattre, etc. Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui ont des convictions politiques, mais il y a une expression qui est très intéressante et qui est très intéressante aussi à sortir à ces gens-là, parce que très récemment, je l'ai fait à une Américaine et elle est tombée dans le panneau. Je lui ai dit que de toute façon, discuter politique, alors je vais vous l'adapter, hein, parce que normalement c'était une expression américaine, je crois, mais je vais vous l'adapter en français. C'est discuter de politique avec une personne qui ne sait pas ce que c'est que Bilderberg, c'est comme discuter de football avec une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un coup franc. Voyez, voilà, ça résume bien le truc. Et j'avais fait ça à une américaine et elle m'a dit mais c'est quoi le Bilderberg? Donc voilà, à partir du moment où vous ne savez pas ce que c'est que le Bilderberg, si ces personnes-là ont des convictions politiques, vous leur expliquerez que leurs convictions politiques, elles ne sont que la construction de ce que les médias les ont façonnés, mais qui n'ont pas eu la curiosité d'aller au plus profond des choses et approfondir le sujet pour comprendre comment fonctionne véritablement la politique et comment fonctionne l'univers politique avec ses collusions, ses affiliations avec la finance, etc. Voilà, donc il y a d'autres informations, hein, de toute façon vous les avez dans le blog. On a évidemment, qu'est-ce que vous voulez dire, en France, de toute façon l'évolution va pas s'améliorer. De quoi on peut aussi dire, oui, l'élection autrichienne, évidemment en France et à Bruxelles, ils ont crié de joie parce que c'est finalement le candidat vert qui a remporté la victoire, sauf que il n'a pas fallu quelques jours pour se rendre compte que ce candidat a quand même surfé sur des idées
voilà, identitaire. Donc c'est pas... vous voyez ce que je veux dire, c'est très ambigu. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, ouais, c'est génial, en Autriche, l'extrême droite n'est pas passée, elle s'est fait balayer par le candidat écologiste, etc. Hop, hop, on passe à autre chose. Parce qu'on ne veut pas qu'on sache, oui, mais il est quand même passé, mais il est passé en quand même piquant quelques idées, en piquant quelques projets politiques identitaires. Donc, ce qui est, voilà, ça laisse l'ambiguïté. L'Italie, je crois qu'il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé. On attend de voir un peu les conséquences, etc. Mais, comme... en général, ce sont des événements qui forcément doivent avoir des implications et doivent forcément avoir des influences sur les marchés. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Que les marchés, ils n'ont pas forcément réagi. Hein, oui, il y a des petites baisses, l'euro a un petit peu baissé par rapport au dollar. En général, si vous regardez un petit peu les informations financières, vous vous rendez compte qu'on utilise de plus en plus de superlatifs pour quelque chose qui, en fait, n'a pas l'allure, n'a pas l'image. Hein, c'est comme quand on vous dit le dollar s'effondre face à l'euro. Non, il ne s'effondre pas. Il perd un peu face à l'euro, mais il ne s'effondre pas. Vous voyez, ou inversement, c'est avec le prix du baril. Bon, là, le prix du baril, depuis que l'OPEP, puisque si vous suivez le blog, vous savez que la réunion de l'OPEP a eu lieu il y a quelques semaines de ça, et qu'ils ont enfin trouvé un compromis avec les Saoudiens, etc., pour limiter la production, puisque ça fait quand même depuis plusieurs mois que les Saoudiens ont foutu leur bordel pour foutre la merde et faire chier les Américains, mais la conséquence, c'est que le prix du baril s'est cassé la gueule et est passé en dessous des 50 $, si bien qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont perdu énormément d'argent, il y a certaines compagnies même qui ont fait faillite, et même les Saoudiens se sont pris un effet boomerang, à ce petit jeu. Donc là, ils ont dit, ok, on va limiter la casse, on va arrêter nos conneries, on met un quota, etc. Même les Russes ont accepté, pourtant les Russes qui ne sont pas membres de l'OPEP, ont accepté de prendre un engagement pour limiter la production, pour permettre au baril de reprendre un petit peu de vigueur. Donc là, le baril est remonté à peu près à 52, 53, 54. Mais évidemment, quand on vous donne l'information, on dit « Oh, le prix du baril a sursauté ». Voilà, on utilise un superlatif, il a sursauté. Pour moi, un sursaut, c'est un prix du baril qui prend au moins 10 ou 20 $, mais pas 5 ou 6 $. Oui, il a réaugmenté, mais voilà, ça reste quand même relativement faible par rapport à la nécessité de voir le prix du baril reprendre un petit peu plus de vigueur. Donc voilà, c'est pareil, hein, les médias aujourd'hui vont de plus en plus utiliser les superlatifs alors qu'en réalité, non, vous voyez, par exemple, il y a tellement d'exemples que ça en devient presque effrayant de voir comment les médias finalement vont de plus en plus faire monter un petit peu la mayonnaise dans beaucoup de domaines, mais en utilisant toujours, je vous dis, ces fameux superlatifs, c'est-à-dire au lieu de dire il est pas mal, on va dire ah, il est très bien. Non, il est pas mal. Pas mal, c'est qu'il y a quand même encore des petites imperfections. C'est par exemple quand on va vous passer des images d'un forum ou d'une réunion de Macron, on va forcément utiliser des superlatifs. On va dire ah la salle était pleine, grosse ambiance, etc. Alors que finalement peut-être la salle n'était pas pleine, elle était peut-être à moitié pleine, et que l'ambiance elle dépend des angles de caméra, mais que si vous voyez des vidéos sur internet de gens qui ont filmé l'intérieur de ces fameuses réunions, on se rend compte que c'est pas forcément la joie. C'est un peu, si vous voulez, comme toutes ces manipulations que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'image qu'on veut donner de certaines personnalités politiques. On va toujours évidemment envenimer les choses. Ce qui est en train de se produire actuellement avec le Front National, où les petits désaccords qu'il y a entre Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen et Florian Philippot,
on en fait des montagnes. Et tout de suite, on en conclut, il y a des dissensions, il y a des désaccords, ça y est, le Front National est divisé, Marine Le Pen ne renforce pas ses positions, c'est la grande discorde, etc. Alors que c'est pas de la grande discorde, c'est tout simplement voilà, des opinions qui se sont exprimées, mais sur lesquelles il y a peut-être en effet un manque de coordination. Donc au lieu de dire peut-être un manque de coordination sur des positions politiques à la veille de l'élection, de la campagne présidentielle, etc. Non, tout de suite, on vous dit, ça y est, il y a de la discorde, il y a des dissensions, il y a des désaccords, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui commencent à prendre conscience de ça, que les médias nous racontent pas mal de cracks, nous racontent pas mal de bourdes, et essaient de canaliser finalement l'opinion publique vers une direction plutôt que laisser l'opinion publique se faire sa propre opinion par rapport à du factuel. Et Dieu sait que le factuel, vous pouvez y avoir accès, mais qu'on se rend compte que les médias mainstream, comme on les appelle, ont une fâcheuse tendance un petit peu à déformer les faits. Je vais prendre un autre exemple de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Vous savez certainement que la candidate écologiste Stein avait lancé une campagne de recomptage sur certains États. Tout de suite, ça y est, alors là, tout le monde s'est embrayé dans la brèche en disant c'est bon, peut-être que là le vote populaire va être renforcé, que peut-être on va remettre en question le vote des élections présidentielles, que ça va peut-être faire changer d'avis les grands électeurs et que peut-être finalement Trump ne sera pas élu et que ce sera peut-être une chance pour Hillary Clinton. Non, attendez, stop. Déjà, oui, en effet, Stein a demandé le recompte dans certains États. Alors, je ne me souviens plus des noms. Je sais qu'il y a eu le Wisconsin récemment en dernier. Il y a le Michigan, ça a commencé au Michigan. Et en dernier, il y a eu le Wisconsin. Le seul problème, c'est que Stein n'a pas voulu faire ça pour essayer d'aider les démocrates. C'est parce qu'elle voulait savoir s'il y avait eu des malversations, s'il y avait eu des problèmes au niveau de l'élection. Bon, il s'est avéré qu'en effet, le recomptage a donné plus de voix aux démocrates, etc. Sauf que le problème, c'est que quelques jours après que Stein ait lancé le processus, tout de suite, les démocrates sont arrivés derrière. Pourquoi? Tout simplement, non pas pour essayer d'aider Stein dans cette démarche, et en effet, peut-être démontrer que sur certains États, peut-être la situation pouvait peut-être s'inverser, c'est-à-dire que les États où là Trump a gagné, peut-être que finalement c'est Hillary qui a gagné, etc. Eh bien pas du tout, c'est tout simplement que les démocrates ont voulu reprendre la main sur ce recomptage parce qu'ils ont eu trop peur que ça dévoile aussi inversement, pareil, effet boomerang, que ça révèle qu'il y a eu peut-être des manipulations au profit des démocrates. Finalement, Stein a laissé tomber parce qu'elle s'est rendue compte que oui, il y avait peut-être des écarts de voix, mais ça ne remettait pas en question la victoire de Trump. Dernier résultat tombé, le Wisconsin. Le recomptage a démontré que Trump était toujours vainqueur. Donc voilà, c'est des petites bombes comme ça qu'on lâche pour essayer de donner espoir. La dernière bombe qui a été lâchée, c'est évidemment que certains organismes ont l'intention, alors des organismes anti-Trump, ont l'intention de porter plainte contre certaines personnalités, dont Trump, pour haute trahison, puisque la CIA a affirmé en effet qu'il y avait des liens par rapport aux informations que Wikileaks avait émises pendant la campagne et qui proviendraient de sources russes. Sauf que le problème, c'est que la CIA, dans son rapport, n'apporte aucune preuve. C'est-à-dire que la CIA, en fait, n'apporte qu'une conviction. Elle apporte la conviction que la Russie serait impliquée dans les sources d'informations dont a bénéficié Wikileaks pour émettre les différentes sessions de mails, les différentes révélations qui ont été faites pendant la campagne, mais n'apporte aucune preuve. Mais sur ce rapport de la CIA,
Là, ça y est, tout le monde s'est jeté sur le truc, on dit « Oh, ça y est, c'est la faute des Russes, les Russes ont influencé la campagne présidentielle, Trump et toute sa clique sont des traîtres à la nation, on va porter plainte contre eux. » Et on a même, on a même lu que ça va influencer les grands électeurs, puisque vous savez que les grands électeurs normalement devraient donc confirmer leur vote d'ici, je crois, le 12 ou 13 ou 14 décembre, donc dans quelques jours. C'est-à-dire que là, ils vont donc confirmer le vote, sauf que les grands électeurs, en général, si un État a voté et a été attribué soit aux démocrates républicains, les grands électeurs, voire même dans certains États, les grands électeurs en sont obligés, n'ont pas le droit de changer d'avis, sinon ils s'exposent à des poursuites pénales. Les grands électeurs n'ont pas le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que quand vous avez un État où il y avait 5 électeurs, grands électeurs, si sur les 5 électeurs, il y en a 2 qui décident de ne pas voter des républicains mais de voter démocrates, en général, non, ça ne se fait pas. Mais voilà, on fait monter finalement la mayonnaise d'une politique, d'un état d'esprit véritablement anti-Trump. Et vous avez souvent des organisations qui, comme par hasard, quand on remonte un petit peu la hiérarchie, les organigrammes de ces associations, de ces groupes, on se rend compte que finalement, ce sont des groupes qui sont financés par les mêmes gens, dont je ne redonnerai pas éternellement le nom de George Soros, qui se trouve être un petit peu derrière certains organismes. Donc voilà, aux États-Unis, on fait monter un petit peu la mayonnaise médiatiquement pour dire regardez, il y a une partie de la population américaine qui est ses limites. Je rejoins les superlatifs que dont je parlais tout à l'heure sur les médias. On fait vraiment on fait monter vraiment en mayonnaise. On surévalue finalement la situation pour faire croire que, regardez, il y a des Américains qui sont prêts à faire la révolution, qui sont prêts à faire sécession, etc. Alors que pas du tout. Oui, il plane actuellement des idées, surtout sur les États comme la Californie, etc. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à dire, souvent, mes amis américains, je dis, pour moi, je suis convaincu que Trump est l'outil qui pourra servir éventuellement à la scission des États-Unis. C'est-à-dire que des États seront à un moment poussés à faire sécession, c'est-à-dire à quitter l'Union. Donc c'est détruire finalement les États-Unis d'Amérique, ce qui rejoint parfaitement la politique des mondialistes, les mondialistes qui veulent la destruction des États-nations et la destruction des peuples souverains, pour la mise en tutelle de régionalistes par rapport à une gouvernance, on va dire gouvernance mondiale, mais je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, il y a longtemps de cela, mais je rappelle rapidement un des objectifs de Bruxelles, c'est le démantèlement pour la construction d'une unité supranationale, c'est-à-dire réduire à néant les pouvoirs et les autorités souveraines et nationales des pays au profit de la construction de super-régions, des super-régions qui dépendraient directement de Bruxelles et qui ne dépendraient plus de l'État souverain élu par le peuple souverain. Je donnais souvent l'exemple du Pays Basque, par exemple. On peut très bien imaginer une situation économique et sociale tellement désastreuse qu'au bout d'un moment, vous avez des indépendantistes qui réussissent à provoquer un mouvement, et ce mouvement amène à la scission, c'est-à-dire à la séparation, pas forcément territoriale, mais plutôt administrative et politique. On peut imaginer, par exemple, le Pays Basque français rejoindre le Pays Basque espagnol et créer une super région, donc Pays Basque. La partie française serait toujours territorialement rattachée à la République française, la partie espagnole rattachée à la souveraineté territoriale espagnole, mais une seule entité, une seule administration pour les deux régions qui dépendrait directement de Bruxelles. Voilà, c'est la volonté des mondialistes, de faire une multitude de super régions, mais dépendantes et asservies finalement à une autorité unique. Et les États-Unis, évidemment, c'est un pays où vous avez des gens, alors ça peut paraître
un peu insensé et idiot de dire ça parce que les États-Unis sont un pays impérialiste, etc. Et justement, l'élection présidentielle a été cette lutte entre justement l'establishment, l'impérialiste américain pur et dur, et les mondialistes. Et celui qui a gagné, donc Donald Trump, c'est le candidat qui va servir aux mondialistes pour justement peut-être diviser le pays. Même si pourtant Donald Trump jongle énormément sur le America Great Again, c'est-à-dire le sentiment patriotique par rapport aux États-Unis, il n'en est pas moins Donald Trump, il n'en est pas moins un canalisateur, il n'en est pas moins un point central, un point culminant qui pourra servir à des groupes, à des associations pour peut-être réussir à pousser certains États suivant la politique qui va être celle de Donald Trump à l'échelle nationale, à certains États de dire attendez, non, stop, nous, fini, on ne veut plus rien avoir à faire avec Washington, donc sécession, c'est-à-dire qu'on quitte l'Union. Voire même peut-être certains États ensemble créer finalement une autre entité et sortir de l'Union. Donc la division, la scission, la destruction même des USA. C'est un projet. Il ne faut pas croire que c'est parce que les USA, les Américains, leur influence un peu partout, leur impérialisme. Je pense qu'aujourd'hui, les USA est un pays qui est en déclin, justement dans sa puissance, dans son influence, et qui n'échappera pas finalement à aujourd'hui le véritable empirisme à l'échelle internationale, qui est l'empirisme de la finance, qui est l'empirisme de l'ultralibéralisme, du capitalisme, qui dépasse bien au-delà l'impérialisme américain qu'on traitait il y a encore peut-être une dizaine d'années. Les États-Unis étant un pays canalisateur pour permettre justement l'instauration de cet impérialisme, mais aujourd'hui, vu l'état dans lequel se trouve le pays, ce pays n'a plus les outils, il n'aura plus les outils pour permettre cette mise en place impérialiste, puisqu'aujourd'hui, vous avez l'Europe, qui est aussi un outil impérialiste, et qui risque aussi de devenir un outil impérialiste beaucoup plus efficace et beaucoup plus important que ne l'est les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui est en déclin. Ça, il faut bien le comprendre. De toute façon, il suffit de voir aujourd'hui la réputation qu'ont les États-Unis à travers le monde. Le pays ne fait plus rêver. Je veux dire, le rêve américain aujourd'hui est complètement détruit. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez des yeux qui se tournent plus vers la Chine que les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi à prendre en considération pour comprendre l'évolution de ce qui sera peut-être l'année 2017. Quoique tout peut encore arriver, il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais d'une façon globale, on se rend compte qu'on va énormément détourner l'attention avec des sujets d'actualité pour éviter que les gens se rendent compte qu'il y a d'autres sujets aussi qui ont tout autant d'importance. Je tiens juste à signaler qu'on a parlé pas mal de temps pendant les migrants. Les migrants aujourd'hui sont en train complètement de disparaître des médias. On continue à en parler de façon localement, mais là les fameux migrants de Calais, il faut savoir quand même qu'il y a certains endroits où on les a déplacés, les mecs ils sont déjà carapatés. C'est-à-dire qu'ils sont repartis dans la nature, on ne sait pas où ils sont. En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, il commence à y avoir des gros problèmes de sécurité, de délinquance, de violence. Faut savoir que globalement, vous avez des outils statistiques qui n'existent pas en France. Parce qu'en France, on ne peut pas établir statistiquement, on ne peut pas faire la corrélation statistique par rapport aux actes violents, la délinquance, aux actes criminels. Par rapport à des communautés, par rapport à des catégories de la population. En Allemagne, oui, ils ont ces outils-là. Et ces outils-là, aujourd'hui, permettent de déterminer aux autorités allemandes qu'il y a une augmentation de 30%. 30%, c'est énorme. J'ai mis dans le blog, j'ai mis le lien sur le site justement qui a pu permettre de faire l'étude et le référencement de tous les délits commis par des individus
et la proportionnalité d'origine. Hein, donc, vous avez actuellement l'affaire de Maria Lannenberger. L'affaire Maria Lannenberger, je rappelle, c'est cette jeune femme qui a été assassinée et balancée dans la flotte après avoir été violée. Et c'est une affaire qui commence à devenir virale en Allemagne parce qu'évidemment, on a un suspect, on n'a pas encore dit que c'est véritablement lui, etc. Mais le suspect est un réfugié afghan. Et Merkel a prétendu que le viol et la mort de cette jeune femme était un incident isolé. Je ne vous dis pas ce que ça fait dans l'esprit de certains Allemands qui commencent à les avoir là. Hein. C'est pareil. Hein. Donc là, en France, c'est pareil. Hein. Les migrants vont commencer un petit peu à disparaître du paysage médiatique parce que le paysage médiatique là va être véritablement occupé, très occupé par la campagne présidentielle. Hein, il va y avoir les primaires socialistes et on va vous vendre des produits, on va vous vendre du Fillon, on va vous vendre du Valls, on va vous vendre du Macron tous les jours jusqu'à ce que vous perdiez complètement d'ailleurs le recul suffisant pour vraiment voir quelles sont ces personnalités. De toute façon, que les choses soient claires, hein, que ce soit Fillon ou Macron, vous êtes prévenus, ces deux personnes sont des liquidateurs. Hein, ce sont les liquidateurs de la France. Ils ne seront pas là pour apporter des solutions à vos problèmes. Hein, si vous êtes des gens qui votaient par consumérisme, dites-vous bien que ces gens-là ne vous apporteront rien, sauf si vous faites partie de la catégorie aisée, rentière, etc. Oui, peut-être que là, vous y trouverez un intérêt, mais si vous faites partie de la classe moyenne, dites-vous bien que vous allez morfler encore plus. Voilà, actualité donc à suivre. On a jusqu'au 20 janvier hein, aux États-Unis pour voir un peu ce qui se passe et on verra ce qui va se passer après. Juste oui, je viens juste de me souvenir d'un dernier point. Dans le blog, je vous rappelle, on a parlé de ce qui se passe en Syrie. Alep est en train d'être récupéré par l'armée régulière syrienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout d'un coup que vous avez 7 capitales occidentales qui ont été demandées à l'ONU de faire une réunion exceptionnelle pour essayer de décréter un cessez-le-feu, etc. Parce que tout simplement, les Occidentaux sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre la partie sur Alep. Les rebelles sont en train de s'enfuir, les djihadistes sont en train de se rendre, et les Américains qui ont décidé de couper un petit peu les vivres parce que y a trop d'implications. Vous avez récemment Obama qui a demandé à l'administration du Pentagone de concentrer leurs recherches et leurs attaques sur des leaders et sur des mouvements d'Al-Qaïda pour justement effacer les traces, hein, effacer ce qui pourrait éventuellement démontrer encore plus auprès du grand public que finalement ce gros bordel en Syrie et ce gros bordel en Moyen-Orient finalement n'est que le résultat d'un investissement et d'un interventionnisme américain avec les complicités israéliennes et saoudiennes et qataries. Donc voilà, il y a actuellement un ménage qui est en train d'être fait et puis Alep qui est en train d'être récupéré par l'armée régulière. Et par contre, on est en train de vous dire que Palmyre va peut-être retomber entre les mains de Daesh, mais on a déjà des informations que Daesh apparemment a eu un petit coup de pouce. On ne vous dit pas de qui, je pense que vous allez certainement deviner par vous-même qui a permis à Daesh de pouvoir éventuellement récupérer Palmyre. Donc voilà, ça pareil, c'est à suivre, mais on n'en parle pas trop parce que là, faut écarter un petit peu l'opinion publique de ces événements-là, parce qu'il commence à y avoir un petit peu de linge sale qui commence à remonter un petit peu à la surface. D'ici peut-être la fin de l'année, je vous souhaite un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas avant cela. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Suivez les informations. Vous avez des questions, posez-les ici à cette adresse email. N'hésitez pas. Proposez des choses aussi si vous voulez. Et suivez donc l'actualité parce qu'elle est très intense. Ça commence à bouger un petit peu de partout, ça commence un petit peu à gesticuler un petit peu de partout. Et en France, évidemment, on va rentrer dans une période où finalement peut-être que le monde va s'arrêter pour ne se focaliser que sur
notre futur président de la République, s'il en est. D'ici là, bonne fête de fin d'année si on ne se retrouve pas avant, et à très bientôt, et suivez l'actualité. À très bientôt.